Salut à tous, c'est Maël Morlon et bienvenue sur ma chaîne. Je suis photographe et vidéaste d'aventure et de voyage. Et en début d'année 2025, j'ai décidé d'accompagner mon pote Raphaël au cœur de l'Atlas marocain pour réaliser un reportage photographique sur le travail des bergers dans ces hautes montagnes marocaines. L'idée était de prolonger un travail déjà réalisé en amont dans les Pyrénées françaises. Raph a réalisé une exposition photo en noir et blanc qui vise à mettre en valeur le travail des bergers dans leur quotidien. L'idée était donc de partir au Maroc, découvrir de nouvelles méthodes, un nouveau milieu et de nouvelles façons de travailler et de mettre tout ça en images. Et vous allez voir, tout ne s'est pas passé comme prévu. Tout d'abord, nous sommes arrivés à l'aéroport de Marrakech. Nous avons tout simplement pris un taxi qui nous amenait au cœur du centre-ville, là où nous avions notre hôtel pour le soir. Et assez rapidement, nous avons été vite bousculés par le mouvement ambiant et le bordel tout simplement de la vie. Habitués aux villes européennes, on ne peut qu'être choqué lorsqu'on arrive et qu'on met notre premier pied dans Marrakech. Dès le lendemain, nous sommes partis récupérer notre voiture de location directement à l'aéroport qui allait nous servir pour nous déplacer sur le territoire pendant les 2 prochaines semaines. Suite à cela, nous avons passé toute la journée et la soirée et même le lendemain matin à découvrir la ville, à errer dans les ruelles de la Médina, qui est le vieux centre de Marrakech. L'expression vendeur de tapis n'a jamais été aussi réelle. Nous passons notre temps à nous faire accaparer à droite à gauche pour nous vendre toutes sortes de bibelots et nous avons été pas mal choqués par le fait que tout le vieux centre n'est fait que pour le tourisme et par le tourisme. Les seuls Marocains que nous croisons sont ceux qui tiennent les boutiques. Donc dès le lendemain, nous refaisons nos bagages et nous partons droit dans l'Atlas en direction du monde des bergers. Entre mi-chemin entre Marrakech et l'Atlas, nous nous sommes arrêtés aux abords d'un pont, qui semblait être un pont des plus classiques. Et en réalité, sous ce fameux pont, se trouvait une des merveilles de notre séjour. Une grotte immense, de plusieurs dizaines de mètres de haut, avec un ruisseau qui s'écoulait. C'était assez exceptionnel. Les images parlent d'elles-mêmes. Après quelques heures de route, nous apercevons enfin les premières montagnes. Le paysage est déjà à couper de souffle, la terre est d'un rouge presque sang, et tout est très photogénique. Nous voyons des enfants qui jouent sur un terrain de foot, et nous pouvons nous empêcher de nous arrêter et d'aller taper le ballon avec eux. Plus nous nous enfonçons dans l'Atlas, plus nous sommes choqués par la beauté des paysages. Chaque vallée laisse découvrir de nouvelles couleurs, de nouveaux sommets, de nouvelles montagnes. Tout est différent, tout est magnifique. La route est longue, mais on ne s'en lasse pas. Les petits villages précaires au milieu de ces montagnes arides, mais d'une beauté incroyable, sont juste à couper le souffle. Après presque une journée de route, à s'arrêter ici et là pour profiter des paysages, nous arrivons enfin dans la vallée heureuse, au cœur du Atlas marocain. Il s'agit d'un grand plateau, situé à presque 2000 mètres d'altitude, qui était coupé de toute civilisation jusqu'il y a encore quelques années. Nous nous sentons complètement coupés du monde, et c'est un petit peu le cas. Ici, les gens vivent comme il y a 200 ans. Pas de voiture, avec juste 2-3 poules, quelques chèvres, une vache, et uniquement du maraîchage, avec de nombreux vergers et des potagers, et d'une façon très précaire et très simple. Nous allons passer 2-3 nuits dans un gîte, où nous allons d'ailleurs être très bien accueillis. Notre hôte parle très bien français, nous pouvons échanger et connaître un petit peu leur mode de vie dans cette vallée. Mais à notre plus grand désespoir, le contact avec les locaux est très difficile. Les gens nous fuient, on a du mal à communiquer et on sent que le contact ne se fait pas facilement. Mais bon, nous venons d'arriver, donc nous restons encore optimistes. Le lendemain, au petit matin, après un très bon petit-déj, nous avons pris notre sac à dos et notre matos et nous sommes partis faire une bonne randonnée jusqu'au fin fond d'un canyon, un peu plus haut dans la montagne. Nous avions à peu près 15 km aller-retour pour rejoindre ce coin de paradis, tout simplement. Et à notre surprise, après quelques heures de marche, nous sommes arrivés sur un second plateau, encore plus en altitude, où quelques personnes travaillaient. Nous avons vu des champs, des plantations, des vergers, quelques troupeaux. Le cadre était idyllique, les couleurs incroyables, mais encore une fois, impossible de discuter ou d'échanger avec les gens. À notre vue, tous s'éloignaient, ou nous fuyaient, ou nous esquivaient du regard.
Nous avons échangé très rapidement avec l'un d'entre eux, qui s'est montré plus accueillant que les autres, mais celui-ci ne parlait pas un mot de français ni d'anglais, impossible de communiquer avec lui. Nous avons continué, puis nous sommes partis découvrir ce canyon, qui était d'ailleurs l'une des plus belles surprises de ce séjour. Le lendemain, à défaut d'avoir pu échanger et discuter avec les bergers, comme nous l'avions souhaité de base, nous sommes partis découvrir les greniers, qui sont des bâtisses un petit peu emblématiques posées sur des monts au milieu de cette vallée. Ces greniers étaient utilisés pour stocker le blé, la nourriture, etc. à l'époque. Aujourd'hui, cela n'est plus utilisé, et cela permettait de stocker et de sécuriser toutes leurs ressources, en nourriture, en foin, etc. Mais à la fin de ces quelques jours dans le haut Atlas marocain, la météo a brutalement changé. Les températures ont chuté, sur les sommets la neige est revenue, et nous étions un petit peu inquiets. Car pour rejoindre le sud du Maroc, nous avons souhaité passer par le plus haut col routier marocain, qui se situe à presque 3000 mètres d'altitude. Ce n'est qu'après une heure et demie de route, quasiment, que nous avons atteint les hauteurs. Il nous reste à peu près 200 mètres de dénivelé pour arriver au sommet du col et pour redescendre de l'autre côté. Mais au détour de virage, nous nous sommes rendus compte que la neige avait enveloppé toute la montagne, et cela en trop grande quantité pour prendre le risque de continuer. Hop là, en plein dans la neige. Vas-y, attends, je pense que là, On va faire demi-tour. On voulait traverser, mais là, ouais, regarde, ça commence à être gelé là. Complicado. Surtout que nous n'avions qu'une petite Sandero, en 2 roues motrices, et pas de pneus de neige. Donc nous avons décidé de faire demi-tour, machine arrière, de faire à peu près une demi-journée de route pour récupérer la route principale pour pouvoir contourner tout le massif. On reprend donc la route vers le sud et on s'arrête dans un petit village pour passer la nuit. Ce petit patelin est très encaissé entre des flancs de montagne immenses, mais les couleurs sont assez impressionnantes. Du rouge au jaune, à l'ocre, même au vert olive, tout le panel de couleurs y est. Mais nous sommes arrivés tard, donc nous prenons un très bon repas puis nous allons vite nous coucher. Le lendemain, nous allons randonner dans les alentours pour prendre un petit peu de hauteur et observer ce panorama. Et en effet, nous ne sommes pas déçus. Nous arrivons sur une petite crête rocheuse qui nous dévoile toute la vallée en contrebas et les couleurs encore plus impressionnantes que la veille qui sont illuminées par les rayons de soleil. Notre hôte nous a également conseillé d'aller visiter un petit village classé UNESCO qui a conservé tout son charme d'antan. Je pense que c'est l'un des plus beaux villages que j'ai vu de ma vie. Pour le reste du trajet, jusqu'au port du désert au sud de Zagora, je ne vais pas m'éterniser. Nous avons été à Ouarzazate, mais pas impressionnés par cette ville qui est plutôt banale. Puis nous sommes arrêtés à une cité, très connue, dans laquelle beaucoup de films ont été tournés. Mais pareil, c'est un lieu uniquement touristique, il n'y a rien d'intéressant, on est juste là pour vous vendre des bibelots et toutes sortes de chèches et de tapis. Et ce n'est pas du tout ce que nous recherchons. Nous avons donc repris la route, jusqu'à arriver vraiment aux portes du Sahara. Nous avons passé 2-3 jours chez une personne qui arrive à faire du maraîchage au cœur du désert, avec de l'eau salée et du sable. Mais arrivés aux portes du désert, nous avons dû faire face aux éléments. Une grosse tempête de sable s'est abattue sur nous. La visibilité était très limitée, le vent fort, et le sable se glissait partout, dans nos vêtements, dans nos bouches, dans nos oreilles, dans nos yeux. Impossible de sortir dehors sans se couvrir. Nous sommes juste ressortis au moment du coucher de soleil pour profiter des ambiances qui étaient juste lunaires.
Accompagné de ce drôle de personnage, nous avons pu vivre 2 jours assez exceptionnels. Nous avons pu partir au cœur du désert en 4x4 afin de passer une nuit en bivouac et de rencontrer ces bergers dromadaires qui mènent un troupeau d'à peu près 140-160 bêtes au milieu du désert. Après ces quelques jours, à découvrir le désert et ses alentours, nous avons repris la route en direction de Marrakech, en passant par les gorges du Taudra, puis en recoupant une partie de l'Atlas pour découvrir de nouvelles vallées. Et à notre plus grande surprise, nous sommes tombés dans une vallée d'une beauté extraordinaire qui s'apparente au Grand Canyon américain. Nous sommes donc à la fin de notre séjour, et juste avant de rejoindre Marrakech, nous avons fait un petit détour par les fameuses cascades d'Ouzoud. Le lieu est magnifique, c'est un joyau naturel, mais tout est aménagé pour le tourisme, avec des boutiques à droite à gauche. Le site est complètement dénaturé. Et en plus de ça, nous avons eu la mauvaise surprise de découvrir qu'une troupe de singes est complètement exploitée par des personnes pour que les touristes puissent faire des photos avec eux. Je vous refais la scène. Les singes sont tranquillement posés sur les arbres et sur un promontoire rocheux au-dessus des cascades. Les touristes affluent les uns après les autres pour faire des photos auprès des singes. Dès que la photo est faite, le mec lui donne un grand coup de bâton ou un grand coup de main pour que le singe redescende. Et ainsi de suite. Et cela toute la journée. C'est juste immonde et les singes au final sont dans un très mauvais état avec des blessures, des infections, etc. J'étais très déçu de voir ce genre de choses. Encore une fois, l'homme exploite un petit peu la nature comme il peut, tout ça pour faire de l'argent. C'est ici que notre séjour se finit, car suite à cela, nous sommes juste rentrés à Marrakech pour reprendre notre avion le lendemain. Le séjour est terminé depuis quelques mois, donc je suis rentré en France, j'ai fait d'autres voyages depuis. Et aujourd'hui, j'ai pris assez de recul pour pouvoir vous parler clairement de ce que j'ai pu vivre là-bas. Premièrement, nous avons été assez déçus car nous n'avons pas pu réaliser ce reportage photo sur les bergers. Le contact a été compliqué. À chaque fois qu'on avait un échange, on nous demandait de l'argent en retour. On sentait que ce n'est pas humain, que ce n'était pas fluide. Donc nous avons préféré les laisser tranquilles et uniquement visiter le pays. Nous sommes peut-être tombés sur les mauvaises personnes. Je ne vais pas généraliser, mais c'est l'expérience que nous en avons eue. Il faut savoir aussi que notre séjour se déroulait juste pendant le Ramadan. Peut-être cela jouait-il. Pour ce qui est des paysages, je n'ai rien à redire. Je pense que c'est l'un des plus beaux pays que j'ai visité jusqu'à aujourd'hui, ne serait-ce que pour la variété des paysages qu'on a pu traverser en si peu de kilomètres. Au niveau des villes, j'ai été assez déçu, car tout est axé sur le tourisme et tout est un aspect très commercial et un petit peu malsain. On sent que le Maroc a clairement perdu de son savoir-faire en termes d'artisanat, de pastoralisme, etc. Et c'est ce que j'ai pu confirmer en discutant avec des locaux. Pour finir sur quelques mots, j'ai juste envie de vous dire oui, découvrez le Maroc, dans tous les cas vous aurez plein de belles surprises. Mais je vous invite vraiment à éviter de participer à cette mascarade touristique, qui au final ne fait que tuer le pays.
pas prévu de faire cette vidéo, mais je trouvais important de pouvoir vous faire un retour d'expérience sur ce voyage. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de contenu et que vous souhaitez que je le réalise sur d'autres voyages. Je vous remercie pour votre écoute, c'était Maël Morlon, à bientôt.